Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en semaine mais également le week-end car l'information c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. L'actualité du jour, c'est l'inauguration du complexe balnéaire du Larvoto. Son nouveau visage a été dévoilé ce matin. Nous en parlerons avec le directeur de l'aménagement urbain, Jean-Luc Puyot. Il vient de participer à l'un des ultra-trails les plus relevés au monde. Nicolas D'Angelo a bouclé les 90 km du marathon du Mont Blanc en un peu plus de 13 heures. Le Monégasque sera avec nous ce soir au lendemain de sa performance. Puis nous vous ferons visiter la toute dernière exposition à la Maison de France, une exposition où les femmes sont à l'honneur. Je vous le disais en titre, son inauguration était attendue avec impatience. Le complexe balnéaire du Larvoto a rouvert ses portes ce matin pour le plus grand bonheur des habitués. Vanessa Dessy et Olivier Bonello étaient sur place, voyez leur reportage. C'est dans une toute nouvelle architecture que les Monégasques et résidents retrouvent leur plage. Le complexe balnéaire du Larvoto a été totalement rénové. Les espaces publics sont élargis pour atteindre près de 15 000 m². Les surfaces commerciales sont agrandies. L'école bleue a désormais regagné son emplacement d'origine, ce qui permet à la fine équipe d'exploiter un site encore plus attractif. Et on a désormais un lieu d'accueil pour les gens qui viennent plonger, qui est tout simplement magnifique. Il est fabuleux, il est grandiose. Nous, pour notre part, on est mis de côté et c'est très bien parce qu'on est proche de notre bateau. On est loin des restaurants pour moins les déranger, comme à l'époque. On a de très grands locaux avec de très grands vestiaires, avec de très grands espaces de fonctionnement. J'ai étoffé l'équipe, on a 2 moniteurs de plus maintenant. Donc on a une grosse équipe pédagogique. Et puis surtout, on est énormément soutenu par le gouvernement, par l'État. Parmi les anciens du Larvoto, la Rose des Vents a également bénéficié d'un embellissement. Le restaurant peut désormais proposer une cuisine méditerranéenne basée uniquement sur du poisson sous toutes ses formes, les pieds dans l'eau. Le Larvoto, c'est magnifique, extraordinaire, avec ce niveau plage et niveau haute. Moi, je trouve que c'est magnifique, honnêtement, vraiment. On a un niveau à l'étage où on fait des apéritifs, une bar pour la promenade, comme ça. Et au niveau bas, on a un restaurant. Et on a aussi la terrasse de la plage avec le matelas. Et les gens ils peuvent manger sur le matelas, soit à la table, comme ils préfèrent. Après le déjeuner, vous pourrez déguster une glace italienne. Ce nouvel établissement propose des produits naturels avec une volonté de préserver des cultures en danger. On s'approvisionne uniquement au travers de la fondation de Slow Food. Donc avec des produits par exemple comme les noisettes qui viennent du Piémont, qui sont d'origine d'appellation contrôlée, les pistaches de Sicile, Amarena d'Emilia Romagna, etc. Et l'idée, c'est justement, encore une fois, de promouvoir toutes ces méthodes traditionnelles de fabrication de la glace italienne. Et mon associé Antonio a retrouvé des vieilles recettes traditionnelles de ses grands-parents dans un grenier. Et donc, on est reparti de là, on s'est dit, voilà, pourquoi pas prendre les bases, les bonnes fondations et essayer de construire là-dessus. Et puis le cadre est merveilleux, donc effectivement, c'est le plus beau bureau du monde. Le Larvoto version 2021 est signé du grand architecte italien Renzo Piano qui a voulu créer un tout nouveau quartier. Et rejoignons immédiatement du côté du Larvoto notre premier invité. Il s'agit du directeur de l'aménagement urbain. Bonsoir Jean-Luc Puyot. Bonsoir Émilie Rousseau. Nous venons de le voir dans ce reportage. Comment pourrait-on qualifier le nouveau visage du complexe balnéaire du Larvoto? Tout d'abord un grand succès puisqu'on vient de terminer l'inauguration. On s'aperçoit que la population a pris place, donc ils sont venus déjà à la plage et donc aussi ils sont venus prendre place dans les restaurants aussi. Oui, c'était une réouverture très attendue. Oui, ça fait à peu près 22 mois que l'on attendait ça. Donc ce complexe balnéaire du Larvoto, c'est le symbole de la principauté puisque depuis quelques temps on n'avait pas d'accès à la plage. Même si l'an dernier on avait fait un petit effort sur le solarium, on avait développé donc un service de restauration, mais là c'est quand même le point fort de la principauté. Alors qu'est-ce qui le différencie par rapport au Larvoto d'avant? Quelle a été la volonté du gouvernement princier? D'abord reconquérir l'espace public, puisque la promenade supérieure fait à peu près 15 000 m². 15 000 m² de surface ombragée. On a à peu près 130 arbres qui ont été plantés, notamment des pins, des oliviers. Ça, c'est la partie supérieure. Sur cette partie supérieure, on s'est aussi approprié l'espace en créant donc une piste cyclable qui fera la liaison entre le quartier Maritera et Testimonio. Donc une reconquête de l'espace public, c'était le plus important.
Et puis sur la partie basse, la plage. La plage avec ses 14 000 m² de surface. C'est une plage aussi qui est non fumeur. Hein. On a réservé des emplacements pour les fumeurs. Une plage qui accueille un certain nombre de particularités. Donc évidemment, en premier lieu, de tous les commerces, les anciens commerces qui étaient sur la plage. Je pense à la Rose des Vents, au Neptune, au Miami, à la Licorne, au Palais du Maillot, au Glacier Mulot. Et puis on a ajouté, qui existait déjà, la crèche, la salle de gym. Et là où je me trouve à l'heure actuelle, sur la terrasse de l'Académie de la Mer, avec l'établissement de Pierre Froilat. Alors vous l'avez dit, c'est un grand succès pour cette réouverture. Nous sommes allés recueillir les avis des premiers visiteurs qui ont découvert avec vous le Larvoto aujourd'hui. On les écoute et on se retrouve juste après. C'est magnifique pour l'instant. Bon, je vois que c'est pas fini encore, mais ça a l'air d'être magnifique. Hein. Justement, avec ma femme, on promène pour voir les nouveautés de l'ouverture. Je pense que c'est très joli. Ça va être l'esplanade est très belle là-haut. Et puis les plages sont beaucoup plus grandes, je trouve aussi. Oui, ça commence à dater un peu, ouais. Les vieux marbres, bon, c'est une page qui s'est tournée manifestement. Ça me fait un petit peu penser au Yacht Club et tout. Enfin, c'est moderne, quoi. Comme j'ai travaillé ici à 20 ans, donc je reviens 20 ans après, et je trouve que Monaco a... Alors après, il y en a qui vont dire ça a changé en mal, ça a changé en bien. Moi, je dis que ça a évolué simplement. C'est juste gigantesque, c'est magnifique. On se réjouit de louer un transat et puis de profiter de ce nouvel endroit magnifique. Le Larvoto, moi, il me paraît un peu plus petit. Il me paraît. Bon, il est plus beau quand même. Il y a beaucoup plus de commerces qui ne dérangent pas la route. Il y a une route principale. Mais après, c'est vrai qu'il fait plus petit en haut parce qu'avant c'était large, il n'y avait rien au milieu, il n'y avait pas de jardinière. Déjà, le design il est mieux. Et après, j'aime bien la longue promenade. Et le sol il est bien si on veut faire du skate. Jean-Luc Puyot, on vient d'entendre, les avis sont unanimes. Ce complexe balnéaire du Larvoto se présente véritablement comme un lieu de vie à l'année. Hein. Absolument. Une des particularités, c'est que les commerçants ouvriront leur restaurant toute l'année. On peut noter que par rapport aux surfaces anciennes, on a développé plus de 4 m² de surface nouvelle. Et le site Handiplage, Audioplage, sera toujours opérationnel ? Il est déjà opérationnel depuis ce matin, donc il a changé un peu de place, mais il se trouve côté méridien. Et il est toujours opérationnel. Oui, puis il y a une navette qui sera mise en place par le gouvernement. À quoi va-t-elle servir ? Absolument, donc une navette électrique de 22 places va être mise en place dès aujourd'hui. L'idée, c'est de récupérer donc, les gens qui sortent du parking avoisinant de la plage pour les amener sur le site. Donc la navette effectuera un trajet qui partira du rond-point du Portier jusqu'au Monte Carlo Bay pour récupérer tous les gens qui sortiraient des parkings. De quoi rendre la plage plus accessible. Absolument. Voilà, donc une réouverture du complexe balnéaire du Larvoto qui tombe à point nommé avec les beaux jours que nous vivons actuellement. Merci infiniment Jean-Luc Puyot d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Émilie Rousseau, bonne soirée. Et dans le reste de l'actualité, ce samedi 3 juillet correspond à la journée mondiale sans plastique. Bonsoir Frédéric, une journée à laquelle s'associe bien évidemment la principauté. Bonsoir Émilie, une journée qui permet de rappeler la nécessité d'éliminer progressivement les sacs en plastique et de promouvoir l'utilisation des sacs organiques réutilisables. La décomposition des sacs en plastique peut s'échelonner sur une centaine d'années avec des effets néfastes sur l'environnement. À Monaco, depuis juin 2016, les sacs de caisse en matière plastique à usage unique sont interdits. En janvier 2017, cette interdiction a été étendue à tous les sacs en matière plastique constitués de moins de 30% de matière biosourcée destinée à l'emballage de marchandises dans les commerces. Cette proportion a progressivement augmenté pour atteindre 50% en janvier 2020 et elle a été fixée à 60% pour janvier 2025. Dans un tout autre domaine, l'ambassadeur de Monaco en Espagne a réuni les consuls de Monaco. Jeudi, Catherine Vautry-Rousseau a organisé à Madrid une réunion de travail avec les consuls de Monaco. La principauté compte 7 consulats en Espagne qui couvrent les différentes régions et communautés autonomes du pays. Cette séance de travail a permis d'échanger sur la situation économique et politique de chacune des circonscriptions et de faire le point sur les conséquences de la pandémie dans les différents secteurs d'activité économique de ce pays. Et on termine par ces images tournées hier soir sur le patio de l'Hôtel de Paris.
Le prince Albert II a inauguré la nouvelle pergola Princesse Grâce de Monaco devant une cinquantaine de personnes présentes pour l'occasion et notamment Victoria Zilseth. Merci Frédéric. Notre prochain invité est à Chamonix actuellement. Nicolas D'Angelo vient de participer aux 90 km du marathon du Mont Blanc. Il a franchi la ligne d'arrivée après 13 h et 26 minutes de course. Le Monégasque s'est classé 25e senior de cette ultra-trail, le plus relevé au monde. Et il nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir Nicolas D'Angelo. Bonsoir Émilie. Comment vont les jambes tout d'abord? C'est un peu compliqué, on a du mal à marcher. Ça sera pire demain encore, mais c'est le jeu du trail. Alors après plus de 13 heures de course, comment on gère un trail comme celui-ci? Il faut forcément des aptitudes physiques, mais c'est beaucoup de gestion. Quelqu'un qui a des grosses capacités et qui ne gère pas sa course et qui part au bout de 1 heure, 2 heures à fond, il ne peut pas terminer une épreuve comme ça. Donc il y a aussi de la stratégie à mettre en place et c'est ce qui est intéressant dans ce sport. Et mentalement, comment on se prépare à ce type de course? C'est quand même assez conséquent, partir à 4 h du matin, se dire qu'on n'arrivera que dans l'après-midi. Faut être prêt aussi dans la tête. Ouais, il faut l'accepter. Après, c'est un challenge tellement incroyable que bon, on sait qu'on va souffrir. On sait aussi que ce qui va se passer est quand même quelque chose d'inédit, qu'on va faire peut-être qu'une fois dans sa vie. Donc on est en connaissance de tout ça. On est prêt à souffrir pendant toute une journée. Est-ce que vous étiez fixé des objectifs? Terminer, c'est déjà quelque chose de fou. J'avais jamais fait une telle distance. Je m'étais entraîné, j'avais déjà fait 30, 40 km, mais jamais 90 km en course, avec un dénivelé aussi important. Je pensais, si je faisais 15 heures, c'était déjà très bien. Donc je suis vraiment très satisfait du temps. Quel était le parcours? Donc le marathon du Mont Blanc se déroule à Chamonix. C'était pas que du plat, évidemment. Non, il y avait 6500 mètres de dénivelé positif, avec en résumé 6 montées à chaque fois de 1000 mètres de dénivelé positif, donc 1 km vertical. C'était très usant, c'était très dur. Ça faisait tout le tour de la vallée de Chamonix. Voilà, donc les points de vue étaient complètement dingues. Et on en prenait plein les yeux pendant tout le parcours et ça aide à faire passer le temps quand même. Nicolas, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans un tel défi? 90 km en montagne, faut avoir envie quand même. Hein. Ouais, c'était un peu fou. C'était pas prévu de base. J'ai eu la chance d'être invité même pas un mois avant. J'avais bien repris l'entraînement ces derniers mois. Je voulais faire du trail, peut-être pas ultra trail. Et puis j'ai eu cette opportunité et j'ai pas trop calculé et j'y suis allé et ça s'est bien passé. Et vous avez été grandement soutenu dans cette épreuve. On a pu voir votre maman à l'arrivée, c'était très émouvant. Ouais, il y a eu ma maman qui est venue avec moi à Chamonix, qui m'a beaucoup aidé pour les ravitaux. J'ai aussi un très très bon ami à moi avec qui je m'entraîne beaucoup qui est venu. Et oui, forcément, ça booste. Alors nous, on a déjà eu l'occasion de vous suivre en Europe, mais c'était sur des épreuves de cyclisme. Comment on passe du vélo à la course? Bah, c'était pas trop prévu. Et en fait, à l'époque, je commençais mes études de droit et il fallait faire un choix. Donc, j'ai dû m'arrêter avec le vélo. Et puis là, la période très particulière à partir de janvier-février avec le confinement, voilà, même au niveau de la vie sociale, c'était même compliqué de voir ses amis. Je sais pas, j'ai voulu me lancer un objectif. Et avec plein de copains du vélo qui ont même repris la course à pied, le trail, bah, j'ai commencé à me réentraîner pendant plusieurs mois avec ces objectifs en ligne de mire. Et non, c'est un kiff. Il n'y a que le sport pour procurer des sensations, des émotions pareilles. Bien, merci beaucoup Nicolas D'Angelo d'avoir été avec nous depuis Chamonix et félicitations pour votre performance. Merci beaucoup, à bientôt. Et on reste dans le domaine du sport avec vous, Frédéric Elion, et les qualifications du Grand Prix d'Autriche. Oui, deuxième week-end consécutif sur le circuit de Spielberg pour les pilotes et comme pour les qualifications du Grand Prix de Styrie, Max Verstappen s'est montré le plus rapide cet après-midi. Le Néerlandais, leader du championnat du monde, s'élancera en pole position demain devant Lando Norris sur sa McLaren et Sergio Pérez. Lewis Hamilton est 4e et Charles Leclerc partira en 12e position sur la grille.
Et enfin, week-end chargé pour les différentes sections de l'AS Monaco Volleyball en beach. Oui, en N15, les filles seront à Nîmes dimanche pour le 4e tour de la Coupe de France. En cas de victoire, elles se qualifieraient pour la finale regroupant les 12 meilleures équipes. Même topo pour les N18 féminines qui seront elles du côté de 7 avec le même objectif, une qualification pour la phase finale. Et pour être complet, sachez que les seniors garçons participeront eux dimanche au premier tour de la Coupe de France. L'AS Monaco Volleyball organise également des détections pour les filles et garçons nés entre 2001 et 2016 au gymnase des Moneghetti le mercredi 1er septembre. Merci Frédéric, on vous retrouve tout à l'heure pour les prévisions météo. Un mot à présent sur cette nouvelle exposition à la Maison de France, elle s'intitule Entrevue au féminin et est à découvrir jusqu'au 16 juillet. Le reportage de Sandrine Nègre et Alexandra Marangoni. L'Union des Français de Monaco et la Fédération des groupements français de la Principauté vous proposent cette entrevue au féminin. Elle réunit les œuvres de Calypso de Sigaldi, Elisabeth Fessel, Carla Soutra et Vega Venusi. Et une chose est sûre, l'expression de la sensualité est à l'honneur. À l'UFE, effectivement, on a un côté culturel. Alors on a plus l'habitude de nous voir parler de logement, parler de fiscalité, parler de problèmes des Français. Mais finalement, le Covid prend fin et on avait envie de retrouver un peu le sourire, un peu de culture et un peu de se faire plaisir. Aujourd'hui, étant donné que c'est une exposition commune de femmes, une entrevue au féminin, je me suis consacrée à la féminité et j'ai vraiment essayé de travailler la finesse et la délicatesse en travaillant plus la porcelaine, l'aquarelle avec beaucoup de détails, des voilures. Après ces panneaux, place à des tableaux et à d'autres supports comme ces fresques choisies par ces femmes pour exprimer leurs idées sur les femmes, justement. J'ai créé la Vénusie qui envoie un message très coloré, très enfantin, très pop surréaliste. Mais cependant, si vous lisez les cartons sur lesquels vous voyez les textes des tableaux, c'est beaucoup moins gai très souvent et ça raconte la vie des femmes, leurs tourments, leurs angoisses, leurs peurs. Toute ma série a été basée sur les estampes japonaises. J'ai voulu revisiter le concept de l'estampe japonaise comme l'avaient déjà fait les Occidentaux à la fin du 19e siècle. Et en fait, je me suis dit que ça devrait être amusant d'essayer de les réadapter à nos outils d'aujourd'hui. Je pense que personne ne l'a encore fait. C'est très amusant de voir une exposition où il y a 4 femmes, 4 artistes, et combien on a des œuvres tellement différentes alors qu'on traite le même thème. C'est fascinant. Dans le cadre de cette exposition, plusieurs rendez-vous seront proposés. Le 5 juillet à 18h, une conférence sur l'érotisme dans l'art, ainsi que des ateliers parfums les 3, 10 et 16 juillet avec la Maison Gallimard. Place à présent à notre traditionnel rendez-vous du samedi. Vous en avez désormais l'habitude. Chaque semaine, nous vous dévoilons le coup de cœur de la médiathèque de Monaco. Biographie, roman, bande dessinée, sur quel ouvrage s'est porté le choix de Béatrice Novaretti aujourd'hui? La réponse dans la chronique littéraire. Je souhaite vous présenter La Petite Dernière, roman fort, intense, nécessaire, qui nous fait réfléchir et que l'on lit avec énormément de plaisir. L'autrice, Fatima Daas, écrit sous un pseudonyme pour signifier qu'il ne s'agit pas seulement d'une autobiographie, mais bien d'une œuvre littéraire. L'héroïne s'appelle Fatima, prénom symbolique qui donne une responsabilité au personnage puisqu'il est celui de la fille du prophète au comportement exemplaire. De parents algériens, Fatima est la seule de la fratrie à être née en France. Elle habite Clichy-sous-Bois et étudie à Paris. Elle est croyante pratiquante et lesbienne. Fatima se pense toujours à côté des autres et à côté d'elle-même. Depuis son jeune âge, elle ne se sent pas à sa place et la société le lui rappelle d'ailleurs régulièrement. Par exemple, lorsqu'elle est à Clichy, on la trouve trop parisienne et inversement. De même que pour certains, elle est trop croyante, alors que pour d'autres, elle est dans le péché. Fatima passe par des sentiments de culpabilité, de honte et puis cherche à comprendre. Comment se définir et se construire à partir de non-dits et de silences? Comment trouver sa place entre les injonctions de la société et ses propres ambivalences? Cette quête identitaire entre foi profonde et homosexualité est abordée avec beaucoup de respect, d'intelligence, de délicatesse, de questionnement intérieur ou bien exprimé auprès d'un imam ou d'un psychologue. Le personnage de la mère est très beau,
Bien qu'elle ne comprenne pas sa fille, elle lui démontre simplement son amour par sa présence. Ce roman est une anaphore. Chaque chapitre commence par « Je m'appelle Fatima », suivi de phrases courtes et rythmées. Le questionnement de ce roman est donc, faut-il choisir à travers toutes ces identités? Fatima Daas ne renonce à rien et choisit l'écriture pour s'exprimer et être elle-même. Et découvrez La petite dernière de Fatima Daas ainsi que d'autres ouvrages à la médiathèque de Monaco. N'hésitez pas à demander conseil. On retrouve Frédéric Elion pour les prévisions météo. Quelle est la tendance pour dimanche, Frédéric? Le temps va se dégrader, Émilie, avec un temps très nuageux et des averses prévues en fin de matinée et en deuxième partie de journée. Il fera 20 degrés le matin et 24 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 5h52 pour se coucher à 21h17. Dimanche 4 juillet, nous fêterons les Florents. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir, y compris le week-end. On se quitte en images avec le temps fort de cette journée de samedi, l'inauguration du complexe balnéaire du Larvoto et les premiers estivants qui en profitent déjà. Photo signée Mickaël, allez-y. Et puis toute l'équipe de Monaco Info se joint à moi pour adresser tous nos vœux de bonheur à notre collègue et amie Alexandra Pagny et son mari Benjamin qui se sont dit oui aujourd'hui. Passez une excellente soirée et à demain pour le best-of de la semaine sur Monaco Info.